Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec trois entrepreneurs de talent qui innovent et qui sont engagés. Et bien sûr, tout ça toujours en partenariat avec BPI, France et la Tribune qui soutiennent les entrepreneurs. Et ça fait du bien. Et vous êtes de plus en plus nombreux à postuler pour participer à ces afterworks, pour participer au petit déjeuner qu'on organise avec la BPI, qui sont maintenant une fois par mois, qui s'appellent les Before Work. Le prochain aura lieu le 22 avril, ça va pas du tout, je remonte dans le temps, le 22 juin, et ça sera autour de l'univers de la food engagée. Donc n'hésitez pas à postuler pour participer à ce petit déjeuner et créer des synergies avec les autres startups, et pourquoi pas venir chercher aussi des fonds pour vous développer, et en tout cas des conseils, de l'expérience auprès de la BPI. En tout cas, ça sera un plaisir après pas toutes ces années, mais ces quelques années, et en tout cas ces longs mois, on n'a pas pu échanger en vrai, de se retrouver. Mais on commence tout de suite avec le programme du jour. On aura avec nous Santé Académie avec Stanislas, Éclat Alpin avec Anaïs et Mila avec François. Et donc par ordre d'arrivée, on est tout de suite avec... Parce que le but de ces afterworks, c'est vraiment d'aller chercher des startups qui s'engagent dans tous les univers et dans tous les domaines. Et bien sûr, la santé en fait partie. Bonjour Stanislas, Bonjour Laura, merci de ça m'accueillir. va? Ouais, ça va super. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de Santé Académie? Je dis, voilà, la santé est au cœur de nos priorités, hein. Surtout en ce moment où on ne cesse d'en parler, de parler du besoin des soignants. Et on voit d'ailleurs que se développe une nouvelle demande, une nouvelle forme où on veut travailler, mais différemment, de manière qualitative. Et donc, toi, tu t'es intéressé à ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous faire d'abord donc un petit pitch de ta startup? Ouais, bien sûr. En gros, pour le dire très simplement, l'objectif de Santé Academy, c'est de faire rentrer la formation continue dans le quotidien des professionnels de santé qui sont déjà en exercice. Donc, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes qui travaillent déjà. Et l'idée, c'est de les maintenir à jour et les aider à développer leurs connaissances tout au long de leur vie, pour améliorer la prise en charge des patients déjà, parce que ça bouge énormément. Il y a plein de traitements, de pathologies. Je ne parle même pas du Covid ou des épidémies qui arrivent en plus de ça. L'idée, c'est de les maintenir à jour dans la prise en charge de leurs patients au quotidien, du domicile jusqu'à l'hôpital. Et in fine, l'idée, c'est d'augmenter la qualité de vie de l'ensemble de la population par ce biais-là. Et, Et et, et, et pardon de te couper, mais est-ce que tu vas nous dire comment tu as eu l'idée? Mais quand on t'entend, on se dit, mais ça n'existait pas déjà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas de formation au fur et à mesure des années, même si justement les protocoles évoluaient. On voit toute l'évolution dans le domaine médical, les innovations qui ont été mises en place, et les soignants n'étaient pas formés pour ça. si, heureusement, la médecine n'a pas attendu qu'on arrive pour mettre en place de la formation. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, la formation, ça se passait soit dans des salles de classe, de la formation en présentiel, soit dans les congrès, les grands congrès de médecine où il se passe beaucoup de formations. Mais déjà, c'est très ponctuel. Et puis, c'est très bien quand on habite à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille. Quand on est en zone rurale, quand on est dans des déserts médicaux, ou simplement quand on n'a pas le loisir de fermer son cabinet pour un médecin ou de laisser ses enfants, si on est une mère célibataire, c'est un peu plus compliqué d'aller prendre 3 jours pour aller au congrès ou en salle de classe. Donc l'enjeu, c'est de faire venir à tous ces soignants les plus grands experts de chaque thématique chez eux, finalement, comme on a les plus grandes stars qui viennent chez nous par Netflix ou par d'autres plateformes. Et donc là, finalement, tu as digitalisé tout ça. Et c'est en ça que c'est innovant, et tu t'adresses à tous les types de corps médicaux. On s'adresse principalement à ce qu'on appelle les soignants de ville aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le médecin généraliste qu'on va voir au cabinet. C'est l'infirmière libérale qui vient chez nous quand on a besoin de soins à domicile. La sage-femme, le pharmacien qui est en officine. Voilà, par opposition au personnel hospitalier, même si de plus en plus on va former des gens à l'hôpital. Mais disons qu'on a commencé par la ville parce que les besoins, les gens qui sont en zone rurale, typiquement, c'est quand même en priorité le soignant de ville qui est là. Et surtout, c'est là où les patients vont en premier. C'est d'abord, j'ai un problème, je vais chez le médecin, ou j'ai un infirmière qui vient chez moi, ou je vais à la pharmacie. Et en fait, l'enjeu, c'est
d'aider ces professionnels de santé qui sont première ligne finalement face aux patients à savoir quoi faire, à avoir les bons réflexes et vers qui je le renvoie et comment je pose un diagnostic. Et ça paraît un peu, enfin, on se dit tous finalement, bah, attendez, un médecin, il a fait 10 ans d'études, pourquoi il a besoin de continuer à se former? Mais on considère que la connaissance médicale, elle double tous les 73 jours. Donc, c'est juste C'est démentiel. énorme. Si on ne se forme pas pendant 10 ans à la sortie de la fac, globalement, le risque, c'est d'être assez vite obsolète ou en tout cas de passer à côté d'une partie des recommandations qui changent très, très régulièrement. Et est-ce qu'à travers vos formations, tu leur mets à disposition tous les nouveaux logiciels, les nouvelles applications, parce qu'il y a plein de choses. Et là, récemment, j'ai fait une interview d'un médecin qui a fondé GoodMed, qui est une application pour le grand public, hein, qui aide à savoir si les médicaments qu'on peut en tout cas, administrer sont compatibles avec notre état de santé, mais qui existent en version professionnelle pour les médecins. Donc, est-ce que ça fait partie de votre formation, c'est-à-dire d'aller dénicher tout ce qui existe de mieux en matière d'innovation pour le proposer aux gens que vous allez former? Alors, l'enjeu numéro un pour nous, c'est de les mettre à jour de la connaissance scientifique d'abord. Donc, c'est d'aller chercher des experts, de les mettre à jour des recommandations nationales ou internationales. Ensuite, c'est de leur donner effectivement les outils qui existent. La seule chose, c'est que nous, on tient à être absolument indépendant de l'industrie pharmaceutique, indépendant des fabricants de dispositifs médicaux au maximum. Donc, on va recommander des outils qui sont en open source, entre guillemets, ou qui sont créés Qui sont gratuits, librement, bien ou, sûr. voilà, ou qui sont proposés par des facs. On n'ira pas proposer des outils payants, des sociétés privées, ou en tout cas, on va essayer de limiter au maximum, ou quand on le fait, on en propose plusieurs. C'est... Et Stanislas, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers mois? Bon, évidemment, il y a eu cette pandémie, donc il a fallu s'adapter très très vite. Mais est-ce que il y a peut-être dans les lacunes que tu as constatées chez les médecins de manière globale, qu'est-ce qui est le plus frappant? Qu'est-ce qui leur manque le plus? En vrai, je pense qu'il y a, pas que chez les médecins, chez tous les professionnels de santé, il y a vraiment un sujet de confiance en soi. En fait, c'est beaucoup ce qui ressort, c'est que la formation, avant d'être un outil de connaissance, c'est d'abord un outil de confiance en soi, parce que c'est que des professionnels qui se retrouvent souvent seuls face aux patients, à leur domicile ou au cabinet, et tout repose sur eux. Ils sont censés avoir le savoir, mais parfois ils l'ont pas parce qu'ils sont humains. Et en fait, le fait de se former, en tout cas nous on a ce prisme-là, hein, celui de la formation, mais en fait le fait de se former, c'est d'abord un moyen de se rassurer, un moyen d'être en confiance dans ce qu'on fait et du coup de mieux faire son job, quoi, finalement comme n'importe qui. Et c'est un peu ça qui revient souvent, c'est dans les remerciements ou dans les commentaires, ou dans les choses, c'est finalement je me sens mieux, je me sens plus à l'aise avec mes patients, ça m'a aidé à ça. Et je pense que la crise du Covid, ça a beaucoup fragilisé un peu chez les patients, chez tout le monde, hein, mais chez les soignants notamment, qui se retrouvaient seuls avec beaucoup de questions qui arrivaient et qui n'étaient pas toujours capables de répondre. Et je pense que c'est vraiment ce côté-là qui est ressorti en premier. Et alors, la formation que tu donnes et en fait, auquel on peut avoir accès, elle est financée par les médecins sur leur chiffre d'affaires, enfin, ou est-ce qu'il y a des aides et comment ça fonctionne au niveau voilà, business model? Ouais, en gros, ils ont accès à des crédits de formation un petit peu. Donc, c'est un petit peu comme le CPF. Alors, souvent, le CPF, on en a une mauvaise image parce qu'on reçoit plein de coups de téléphone. Ah oui, C'est un tout le peu monde, je pense que différent. tout le monde en peut plus. Exactement. Bon, c'est un petit peu différent dans la santé, mais dans l'idée, c'est qu'ils peuvent payer de leur poche, mais ils ont aussi accès à des financements. Il y a des obligations de formation qui sont en place aussi, parce que c'est tellement important que les professionnels de santé se forment pour rester à jour que l'État a mis en place des financements pour les aider à le faire, surtout pour les indépendants qui n'ont pas d'employeur. Pour les gens qui sont à l'hôpital, c'est différent, c'est leur employeur qui s'en charge. Mais globalement, ils ont des aides pour faire ça, pour les aider, pour les inciter à se former et pour pas qu'ils soient laissés pour compte de ce côté-là. Et une dernière question, enfin deux dernières questions. Est-ce que les formations ont lieu en one-to-one ou est-ce que c'est des salles de classe comme on pourrait avoir, comme tu disais, quand il y a des formations classiques où on se voit en vrai? Alors nous, c'est principalement basé sur ce qu'on appelle de l'asynchrone. Donc c'est des formations en vidéo.
avec, nous, on met vraiment le paquet sur la production audiovisuelle. L'idée, c'est que ça ressemble vraiment au Arte ou au Netflix du médecin, même si c'est beaucoup Donc usité, c'est mais à la carte c'est après. c'est à la carte. Et en fait, c'est tout l'enjeu. C'est que un médecin, l'idée, c'est qu'il puisse se former quand il a une consultation qui saute. Il a 15 minutes, il peut suivre un épisode, entre guillemets. Et on va construire les formations sur des formats courts, comme ça, de 15 minutes qui se cumulent, où à chaque fois, on va mettre en avant un cas patient très pratique sur lequel il va pouvoir se former. Et l'idée, c'est de rendre ça vraiment disponible pour lui en prenant compte de ses contraintes. Et on sait que les professionnels de santé travaillent énormément, encore plus peut-être depuis 2 ans. Et donc, on a fait ça de manière asynchrone. Il y a des moments synchrones qui permettent d'échanger avec le formateur en classe virtuelle. Mais l'idée, c'est que ces moments-là, ils soient vraiment focalisés sur de l'échange à haute valeur ajoutée, sur de la pratique. Et donc, toute la partie théorie, réflexe, connaissance pure, ça, c'est de la synchrone, c'est de la vidéo qui est tournée en conditions de studio, quoi, un petit peu comme un documentaire qui serait monté, pour rendre ça ludique, parce que c'est l'enjeu, c'est de donner envie aux gens d'aller se former Oui, et puis qu'ils soient c'est le fait proactifs. que ça soit à la carte et que ça ne soit pas un rendez-vous fixe dans une journée, ça change quand même tout. C'est-à-dire que même en rentrant Ah, chez soi, à n'importe quel moment, on peut y avoir accès. Et ma dernière exactement. question, c'est qu'aujourd'hui, Santé Académie, vous avez besoin de quoi? De visibilité, d'argent, euh, Ouais, je pense que, bon, un petit peu comme toutes les boîtes, quoi. Nous, on a des enjeux de recrutement. On a 2 ans et demi, on est une quarantaine de personnes aujourd'hui chez Santé Academy, donc ça a été déjà un enjeu d'arriver là. On va probablement doubler la taille de l'équipe d'ici à l'année prochaine, donc c'est continuer à faire en sorte que, bah, on trouve les bonnes personnes pour nous rejoindre, les gens s'épanouissent quand ils viennent chez nous. Euh, et puis l'idée, c'est de Donc, tu as faire eu connaître l'idée ça. juste avant le Covid? Ouais, on a démarré dans fin 2019 en fait, donc Ah vraiment oui, donc vraiment juste avant, d'accord. ouais, 6 mois avant. Donc c'était aussi un challenge parce que nous, c'est vraiment des plateaux de tournage qu'on organise, donc on s'est retrouvé un peu chez nous au moment du premier confinement. On a mis en place un podcast avec l'hôpital Cochin, avec la PHP et l'Université de Paris pour trouver une solution pour continuer à aider un peu les soignants un peu partout avec le Covid, même sans pouvoir faire de la vidéo. Mais c'était un bon challenge ouais, de se lancer à ce moment-là. Ah bah oui, non, mais et c'est bien, et bravo pour la réussite, hein. Bah, merci Donc, beaucoup. et merci d'avoir été avec nous. En plus, on va faire à la rentrée en septembre un Before Work avec BPI spécial santé, justement, et toutes les innovations qui sont nombreuses hein, dans le secteur du médical, Ouais, avec la French Care. Donc, on compte sur toi. J'espère que tu pourras venir. bah, avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour Merci mille l'invitation. fois. Non, merci à toi. À bientôt. Au revoir, À bientôt, au revoir. Stanislas. Donc, je continue à recevoir par ordre d'arrivée et c'est Anaïs. Alors là, on n'est plus vraiment dans la santé pure, on est dans le bien-être. Mais vous allez voir avec une gamme de produits engagés. Bonjour Anaïs, Bonjour Laura, ça va? ça va très bien et toi? Merci de Oui, alors, m'accueillir. je t'accueille parce que j'ai testé. Alors, D'accord. ce qu'il y a, c'est que je précise pour ceux qui regardent l'afterwork, que ça soit en live ou en replay, je n'ai qu'une seule peau. Donc, comme je tiens à tout tester, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns sur la liste d'attente parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tester en 2 jours chaque Bien sûr. produit pour voir son efficacité. Et donc, j'ai testé Éclat Alpin et tu vas nous raconter cette histoire et les produits qui sont absolument géniaux. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire, voilà, juste avant que je présente la marque, est-ce que tu en as pensé toi en fait, en tant qu'utilisatrice des produits? Mais moi, je trouve que ce que j'ai aimé, c'est la simplicité des produits, c'est leur texture et ce côté frais, mais j'ai envie de dire, on a l'impression qu'on se fait du bien en mettant le produit. Et parfois, il y a plein de crèmes aujourd'hui, on le sait, hein, qui revendiquent de pouvoir réduire les rides, d'avoir un éclat incroyable, enfin, où il y a plein de promesses, mais qu'on Mhm. sent beaucoup plus chimiques. Et moi, ce qui m'a marqué dans tes produits, c'est que justement, on est à l'opposé de ça, tout en ayant une efficacité, notamment dans l'hydratation. On a une peau très, très bien hydratée après et ils sont efficaces dans la texture, mais on sent qu'il n'y a pas cette dimension de rajout de produits de synthèse. Alors maintenant, à toi de nous pitcher, mais moi, c'était mon ressenti. Bah, exactement, bah, je pense que déjà tu as, bien résumé un peu bah, toute l'idée que j'ai voulu développer. Donc effectivement, on est sur 3 produits ultra simples et minimalistes hein, qui sont en forme mastic. Je vais pouvoir les montrer juste après tout à l'heure.
Ce sont des produits, donc des soins pour le visage qui sont en forme mastic et qui vont changer de texture au contact de l'eau. Et donc, moi, j'ai souhaité vraiment aller justement en direct avec des producteurs locaux de Mais la je fais une région. parenthèse, Anaïs, parce qu'il y a Oui, beaucoup de choses en solide, etc. oui. Moi, j'ai pas eu cette sensation Mhm. du côté gadget qu'on peut voir un peu. Enfin, je trouve que c'est pas gadget qui nous dit, bah, tiens, ça c'est du solide, nous on fait avec du CBD. Je pense, en tout cas, Oui, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que tes oui. produits, on oublie enfin, c'est pas le fait que ça soit en stick qui les fait vendre. Voilà. C'est Mhm, vraiment mhm. le produit tel qu'il est. Et Oui. effectivement, il y a cette innovation, mais il y a pas mal de produits qu'on trouve sous des formes différentes. Et c'est vrai, moi j'insiste là-dessus, c'est vraiment l'efficacité de tes produits. Tant mieux, en plus, voilà, c'est ce que je disais, hein, ici on reçoit des entrepreneurs engagés et il y a un impact environnemental. Voilà, on fait attention à la planète, mais on fait attention à sa peau et les produits sont efficaces indépendamment du bien qu'ils font à notre planète. Voilà, c'était la petite parenthèse. Non, mais tu as bien fait parce qu'effectivement, on a travaillé pendant 2 ans avant de pouvoir sortir les formules parfaites en termes d'efficacité. Donc, ça a été vraiment un long travail pour pouvoir avoir les bonnes textures parce qu'on n'est pas sur des produits solides, on est sur des textures qui vont être un peu plus crémeuses, un peu plus fondantes, notamment au niveau du masque et au niveau du soin sublimateur de peau qui va vraiment laisser et agir comme une crème. Donc, du coup, on ne va pas être vraiment sur un produit vraiment très solide et on va vraiment agir sur l'efficacité puisque du coup, moi, j'ai vraiment choisi de pouvoir utiliser différents actifs, donc des actifs qui sont cueillis à la main par des producteurs de la région des Alpes, parce que du coup, moi, je suis originaire d'ici et c'était important pour moi de valoriser tout le travail qui se fait localement, parce que du coup, on a des personnes qui sont extrêmement passionnées et qui font un travail extraordinaire que je voulais surtout valoriser. Et puis aussi, à l'intérieur des soins, j'ai souhaité intégrer des probiotiques pour pouvoir vraiment renforcer, protéger le microbiome cutané. Et effectivement, là, on va vraiment avoir une efficacité qui va être quasi immédiate quand on va tester les soins. On va avoir vraiment une peau beaucoup plus souple. On va travailler au niveau de l'éclat. Et donc, la peau, en fait, voilà, ça se voit Est-ce que assez tu as les rapidement. produits avec toi? Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, Alors, le du coup, packaging est alors, je ne sais hyper pas beau. si Enfin, on c'est peut agréable. les C'est aussi voir un agréable pour l'œil. peu derrière moi. Hop, Ouais, on les devine. voilà. Alors, du coup, je vais plutôt les montrer ici. Donc ici, on a le soin sublimateur de peau, hop, ça c'est le packaging. Donc tout le packaging est développé avec des encres qui sont végétales dans une imprimerie qui est locale, donc qui est vraiment juste à côté. Et puis on a donc le fameux soin pour le visage, donc qui est un soin sublimateur s'utilise comme une crème de jour ou une crème de nuit et qui va se transformer en crème au contact de l'eau. Voilà. On va mettre un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile en fonction vraiment du besoin de sa peau. Si on a une peau plutôt sèche, je vais plutôt recommander d'utiliser quelques gouttes d'huile végétale avant pour avoir un soin extrêmement fondant. Et on va venir vraiment masser et on va venir réactiver toute la microcirculation sanguine. Donc ça, c'est ultra pratique. Et après, on peut travailler la matière au doigt. Et donc, du coup, ça, c'est le premier soin. On a également donc ici le soin nettoyant. Hop. Je peux vous faire une petite démo aussi au niveau du soin nettoyant. Donc pareil, on va mettre un petit peu d'eau. Hop, je vais vous mettre. Donc là, je mets simplement de l'eau. On peut utiliser aussi une brume ou une eau florale. Et là, en fait, on va avoir une texture qui va se transformer en lait. Je ne Et sais pas c'est si on très voit frais. En bien. fait, ce qui est important, enfin, moi, je trouve qu'il y a cette sensation, c'est très, On voit très pas très agréable bien. comme sensation. Si, on voit. Ouais, ouais, On c'est voit. bon. Ouais, Donc ouais. là, c'est vraiment ultra Et comment pratique. Anaïs, tu as eu l'idée de te lancer? Est-ce que c'était ta première start-up? Oui. Quel est ton parcours? Comment tu Alors, as eu l'idée de moi, te lancer là-dedans? c'est ma première start-up. Du coup, moi, j'ai toujours été passionnée par les cosmétiques. J'ai travaillé dans le domaine pendant à peu près 8 ans. J'ai travaillé à l'international aussi, en Australie, pour une marque de cosmétiques. Et puis après, je suis revenue en France et j'ai travaillé pour un réseau de distribution dans la partie cosmétique et institut. Et puis, effectivement, j'avais cette vision en fait de travailler de manière très rapprochée avec les plus grandes marques du marché sur le dernier poste. Et donc, du coup, je voyais tous les lancements en amont, en fait, que les soins sortent sur le marché. Et en parallèle, j'avais toutes les remontées de terrain des responsables de magasins qui, effectivement, voyaient qu'il y avait vraiment un besoin en termes de consommateurs de pouvoir savoir d'où viennent les produits, les ingrédients, comment est-ce que c'est bon, est-ce que c'est noté, comment c'est noté sur Yuka. Et effectivement, ce travail-là n'était pas forcément vraiment travaillé par les plus grands acteurs du marché. Et vu que moi, je suis quelqu'un de passionné par les cosmétiques depuis toute petite, je me suis dit pourquoi pas me lancer.
et puis surtout interagir en direct avec un circuit surtout ultra court, donc de la cueillette qui est faite à la main, avec des macères à huileau qui vont vraiment macérer avec des plantes pendant une trentaine de jours dans des grandes jarres au soleil. Enfin, vraiment valoriser tout ce côté local qui est extrêmement important, et puis ce circuit court pour avoir des ingrédients frais. Pour moi, c'était aussi quelque chose qu'il fallait surtout mettre en lumière. Et alors, comment tu fais aujourd'hui? Parce que je pense, hein, sans mentir, que je dois recevoir au moins 1 à 2 startups qui font des cosmétiques en France. C'est-à-dire, et je pense que je ne les reçois pas toutes, donc, parce qu'il y a aussi, je fais un filtre, mais dans celles voilà, qui m'interpellent, mais il y en a énormément. Donc, comment aujourd'hui on fait pour se démarquer? Parce qu'en tant que consommateur, on est inondé, tu vois, par les nouvelles marques et des marques engagées et plein de marques efficaces. Donc, toi, comment tu fais pour, te faire connaître, et 2, pour montrer voilà, que tu es différente et que tu vas apporter quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors sur le marché? La plus grosse difficulté dans tous les cas pour toutes les startups, c'est d'arriver à se faire connaître. Donc, pour moi, comment je fais, c'est que j'essaie de communiquer au maximum sur les réseaux sociaux, de pouvoir travailler aussi sur le site internet, et puis également de développer la marque sur le côté distribution. Là, dernièrement, pendant tout le mois de mai, j'ai fait un pop-up tour avec les Galeries Lafayette. Donc, du coup, j'étais à présenter chaque week-end aux Galeries Lafayette de Lyon-Pardieu, d'Annecy, de Chambéry et puis de Grenoble. Donc, d'être en direct avec les clients, de pouvoir leur faire tester, leur faire découvrir voilà, des nouveautés qui existent, qu'on ne trouve pas forcément comme ça. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est apprécié par les clientes, parce que du coup, elles ont envie de voir déjà rencontrer la fondatrice, de pouvoir être vraiment testées, sentir. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui. Et alors, on te trouve où? Alors, sur eclatalpin.com, donc sur le site internet, sur les réseaux sociaux également. Galeries Lafayette? Alors, aux Galeries Lafayette, pour l'instant, ça, c'était un pop-up tour, donc simplement pour les week-ends. Et là, on est en train de voir justement pour faire référencer la marque, parce qu'effectivement, la marque coche toutes les cases par rapport à l'éco-responsabilité aussi, parce qu'on est sur des packagings qui sont à 95% de plastique recyclé, et 5% de pigments sont dédiés à la couleur. Donc voilà, il y a beaucoup de cases qui rentrent dans leur label Go for Good. Donc j'espère rentrer au Galeries Lafayette dans pas longtemps chez eux, mais également je suis présente dans les spas, notamment Four Seasons de Genève et de Megève, et puis en pharmacie et en parapharmacie. Bon, en tout cas, merci Anaïs, et franchement, j'invite tous ceux qui nous écoutent à tester, parce que c'est ce qu'on ne peut pas encore essayer de vous faire partager. On voit par l'œil un peu ce que tu nous as fait comme démo, mais ça n'a rien à voir, et en plus, on n'a pas cette sensation qui est vraiment très, très agréable, et bravo. Et c'est vrai qu'on a l'impression de se faire du bien et de faire du bien à notre peau, et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On cherche à avoir de l'efficacité, mais de ne pas se bourrer de perturbateurs endocriniens comme plein de crèmes qu'on peut voir en grande distribution, et pas uniquement, hein, parce qu'il y a des crèmes très très chères aujourd'hui qui sont pleines de perturbateurs endocriniens. Donc en tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous, Anaïs. Et avec grand plaisir. Je laisse cette vidéo en replay. Il y a un petit débrief qui arrivera dès demain avec une story te concernant, pour ceux qui auraient loupé une partie de l'explication. Merci beaucoup. Merci Laura. À bientôt, merci. Au revoir. Et donc, maintenant, on poursuit avec Mila, et c'est François qui est avec nous normalement. Ah, mais c'est bon, ça y est. Ça va, François? Alors là, je vois que, pardon, mais Anaïs est encore connectée, donc j'espère qu'on a un petit logo. Hein. C'est pas mal fait, en tout cas, en termes de communication, c'est pas mal. Mais on va commencer le temps voilà, c'est bon, on est tous les deux. Donc, François, toi, tu as fondé Mila Learn. Tout à fait. Learn comme apprendre. Donc, déjà, on a une idée de ce que fait ta startup. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch? Avec plaisir. Et avec le mi et le la, du coup, tu as un petit peu, si tu veux, le complément. Mila Learn, c'est le nom d'un produit qui est principalement destiné aux enfants qui ont des troubles des apprentissages. Et on est une boîte où on s'occupe maintenant depuis 4 ans de faire 3 choses. De la recherche clinique très en amont pour comprendre en fait les liens entre musique et développement cognitif chez l'enfant. Ce qui est un peu notre dada. Ce qui est un peu vraiment ce sur quoi on bosse depuis maintenant très longtemps, avec des chercheurs du CNRS, avec des chercheurs de la PHP, pour vraiment comprendre comment la musique vient interagir dans son parcours de développement. On fait des dispositifs médicaux
qui ont pour but d'être accessibles en fait au plus grand nombre des dispositifs médicaux qui viennent dans le parcours de soins, donc entre 2 sessions, chez l'orthophoniste ou chez le pédopsychiatre typiquement. Et on essaye d'aller le plus proche possible en fait vraiment du parcours de soins en venant faire la prise en charge précoce. Et le troisième sujet, c'est celui de faire la vulgarisation. Il y a beaucoup de sciences derrière tout ce qu'on fait. Maintenant, sur les 20 personnes, 18 sont vraiment issues de formations scientifiques ou techniques. Et donc, on a vu à quel point les parents sont hyper intéressés, en fait, sont hyper passionnés par tous ces sujets derrière. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, de vulgariser au mieux pour faire comprendre derrière nos recherches. Alors, explique-nous quand même comment tu as eu l'idée, parce que forcément, en plus des enfants qui ont ces troubles-là, il y en a beaucoup plus. Tu dois avoir peut-être le chiffre qu'on imagine, mais comme très souvent, c'est pas eux qu'on s'intéresse en premier. Donc, toi, tu es quand même venu combler un vide. Bon, il y a des initiatives qui sont prises, hein, mais là, c'est une vraie réponse pour tous ces parents qui sont très nombreux en France. Et comment tu as eu l'idée de développer ça? Ouais, aujourd'hui, on parle effectivement de 8 à 15% des enfants qui ont vraiment des troubles d'apprentissage en école, typiquement en primaire. Et en fait, on se rend compte que sur ces 8 à 15%, on a une proportion un peu plus faible et qui vont vraiment avoir des troubles sévères, des troubles spécifiques des apprentissages. Et donc, typiquement, dans l'eau, vous allez pouvoir avoir la dyslexie, qui est un trouble du langage C'est ce que écrit. j'allais dire, on a les 10, la famille des 10 et plein d'autres troubles, hein, mais pas uniquement les 10. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, autant pour le coup, maintenant, la dyslexie est assez rentrée, entre guillemets, dans le langage commun, autant derrière, il y a aussi plein d'autres pathologies, plein d'autres troubles, en fait, dont on parle pas beaucoup, tels que la dyspraxie ou la dysphasie, qui sont respectivement des troubles du langage, enfin, des troubles moteurs, des troubles du langage oral. Et donc, des difficultés qui vont venir vraiment impacter la vie de l'enfant. Alors, sur le point de vue clinique, évidemment, mais aussi d'un point de vue estime de soi, d'un point de vue développement à l'école, etc. Donc, tu as plein d'associations qui font un boulot qui est absolument incroyable, plein d'orthophonistes qui font un boulot incroyable. Et pour revenir à ta question initiale, si tu veux, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, je suis passionné vraiment par les liens entre musique et développement chez l'enfant. Des initiatives que peut-être certains de tes auditeurs, auditrices connaîtront comme El Sistema ou Orchestra Escola, des initiatives où on essaye de faire reprendre goût à l'apprentissage par la musique. C'est ce qui m'a drivé, entre guillemets, toute ma vie. Je suis musicien de formation, la quasi-totalité de l'équipe est musicienne également. Et donc en fait, en s'intéressant à ces questions, j'ai essayé de rassembler du coup, ces deux sujets-là, qui sont le sujet de la musique et le sujet des maths, qui était un peu ma deuxième passion. Et donc, avec mon associé Antoine, on a vraiment essayé de construire tout un projet autour de ça pour vraiment apporter en fait toute la science sur les liens entre musique et développement chez l'enfant, mais vraiment de le faire avec une rigueur absolue. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment rentré dans du médical. Et donc, tout ce qu'on développe, en fait, si tu veux, on le fait sur les mêmes standards que maintenant, ce qui est assez connu comme des vaccins, comme des médicaments. Vraiment, on les développe étape après étape pour vraiment s'assurer de la rigueur de nos données. Et t'as pas, c'est vrai que c'est compliqué de faire une petite démo, mais t'as pas un moyen de nous montrer ce que tu as mis en place? Écoute, je peux te montrer concrètement. J'allais demander est-ce que tu as une tablette pour nous aider. J'ai une tablette juste à côté. Bon, je pourrais pas vous faire une démo, mais vous pourrez aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, donc sur Mila, concrètement, pour l'enfant, c'est assez simple. Ça se passe sur une tablette et l'enfant va pouvoir jouer dessus. Et la recommandation, en fait, on se met entre deux recommandations, qui est celle d'avoir une rééducation pour le trouble du langage écrit qui est quasiment quotidienne, donc 5 fois par semaine, sur des raisons de 25 minutes, entre guillemets, par session. Et donc, je te vois tout de suite venir avec une opposition qui nous est souvent formulée, qui est la question des écrans. La question des écrans, aujourd'hui, en fait, on la prend, si tu veux, en bloquant le temps d'écran au-delà de 25 minutes. Donc, vraiment, la question, c'est d'avoir cet apprentissage régulier, 5 fois par semaine, et que l'enfant, en fait, puisse l'emmener dans son parcours de soins. Non, mais l'écran, évidemment, ce qui est très mauvais, et que ce soit bien évidemment pour les enfants et surtout très jeunes, c'est le côté passif, c'est-à-dire que l'enfant soit passif devant des vidéos et qu'il fasse défiler, mais même on voit avec tous les réseaux sociaux, il sait même plus ce qu'il regarde, il swipe comme ça par réflexe. Ça, c'est le danger. Après, il y a tellement d'applications intelligentes qui sont développées et on ne peut pas les couper des écrans parce que ça fait partie du quotidien, de notre quotidien. Donc, on ne peut pas les priver totalement. Le tout, c'est de les initier aux écrans pour des choses utiles et en tout cas ludiques. C'est juste la façon dont tu les utilises parce qu'aujourd'hui, c'est important de les utiliser. Et la façon dont tu les utilises avec Mila Learn, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc, au contraire, là, il faut des écrans. Il faut en fait savoir bien utiliser le temps d'écran, que de toute façon ces enfants vont passer dessus, et arriver du coup à la fois apporter une valeur, qu'elle soit éducative ou clinique, ce qui est notre cas, et de l'autre côté faire en sorte, mine de rien, que ça soit une expérience qui soit très très riche.
Aujourd'hui, la moitié de l'équipe est vraiment focalisée sur l'expérience de l'enfant, sur le jeu, sur le game design. Et c'est extrêmement important parce que ces enfants, en fait, ont déjà aujourd'hui l'habitude de jouer à plein de jeux qui sont extrêmement stimulants. Donc, si les jeux, malheureusement, sont très, voilà, vous appuyez juste sur un écran ou très passif, non seulement c'est pas intéressant, mais en plus, c'est pas efficace cliniquement. Donc, c'est vraiment l'association de tout ça qui fait la richesse du produit. Et alors, comment on a accès à cette application? Est-ce que c'est payant? Bien sûr, et vous avez un business model, c'est payant, mais est-ce que c'est très cher? Est-ce que c'est accessible? Comment ça fonctionne? Tu as donné le mot qui régit un peu notre combat depuis 4 ans, c'est la question de l'accessibilité. Pour faire de l'accessibilité, on fait en fait de ce dispositif, qui est un dispositif médical, un dispositif qui a vocation à être remboursé. Donc aujourd'hui, si tu veux, l'outil n'est pas disponible au grand public de manière à des consommateurs. On est vraiment sur un produit de santé qui suit donc, des phases de développement et qui va aller jusqu'à un remboursement futur. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille. Ce remboursement, on l'envisage dans les 18 mois. Pour ce remboursement, du coup, il sera accessible. Une grosse partie sera prise en charge par la sécurité sociale. Et il y a toute l'autre partie, le reste à charge, en fait, qu'on essaye de supprimer au maximum. Donc, il y a déjà des acteurs qui se positionnent avec nous. C'est avec eux, justement, qu'on déploie la solution. Par exemple, la MAE. La MAE, c'est l'assureur leader de l'assurance scolaire en France. Ils assurent un peu plus de 8 millions de personnes. Et donc, avec eux, justement, vous pouvez avoir votre reste à charge, entre guillemets, qui est pris. Et donc là, en ce moment, on multiplie les partenariats et on va en annoncer pas mal d'autres d'ici la fin de l'année, donc justement pour faire en sorte que l'outil soit complètement couvert et puis il n'y ait rien en fait qui se rajoute en termes de dépenses de santé. En tout cas, franchement bravo parce que moi qui ai pu voilà, voir un peu l'outil, alors évidemment, je ne l'ai pas testé en direct avec des enfants, mais par rapport aux chiffres et à tout ce que tu m'as fait passer, bravo parce que c'est un vrai challenge qu'il fallait relever. C'était pas gagné dès le départ, parce que je pense que quand on se lance dans une aventure comme ça, on doit trouver pas mal d'embûches sur son chemin. Et c'est un très très beau projet et surtout un projet efficace. On a besoin de projets comme ça. Voilà, j'ai vu des commentaires sur l'autisme. Voilà, on sait que c'est des sujets qui sont importants, qui sont pas assez traités en France par rapport à d'autres pays. Donc bravo pour cette grosse pierre que tu apportes à l'édifice. En tout cas, merci beaucoup François et merci à tes équipes parce que voilà, c'est un travail d'équipe. Hein. Et à très vite. Et je me permets de t'inviter, je te ferai suivre voilà, au petit déjeuner qu'on fera. Si vous avez besoin de financement ou même voilà, de créer des synergies spéciales santé dès le mois de septembre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi pour ton invitation. Très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cet after work. Voilà, on a parlé formation, on a parlé médecine et aussi de tous ces troubles chez les enfants. Vous imaginez presque 15%, c'est énorme. Donc c'est important voilà, qu'il y ait des personnes comme François qui innovent pour eux, pour créer de nouvelles solutions. Et merci à BPI à la tribune de nous soutenir, de soutenir ces entrepreneurs. On se retrouve lundi prochain. Attention, ce sont les derniers numéros avant l'été pour un after work encore rempli de surprises. Passez une très très belle semaine et à lundi. Ciao.